Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, merci pour votre présence. Et puis, merci aussi pour nos avancées communes sur le chemin du service. Parce que c'est notre solidarité, ce sont nos interactions vibratoires qui concourent à l'évolution de la conscience globale. Alors, ça ne se voit pas forcément dans l'immédiat, mais par le courage et l'engagement à soutenir et à porter les valeurs d'ensemble, nous contribuons à faire croître la fraternité et le bien commun. Eh bien, c'est ce que nous allons poursuivre ce soir en évoquant la vie au-delà du mirage. Ce soir, en accord donc avec les énergies taureaux, nous continuons d'explorer nos rendez-vous du service, un thème de l'année, afin de nous reconnaître nous-mêmes dans notre implication à servir, et aussi de reconnaître tous ceux qui concourent au bien commun, pour coopérer et se soutenir, même si parfois les autres ne s'y prennent pas comme nous le souhaiterions. Parce qu'en effet, les idées qui nous paraissent essentielles se colorent émotionnellement d'idéaux qui souvent nous séparent. D'où l'importance de remonter sans cesse aux idées premières. Nous avons commencé déjà à voir ce sujet le mois dernier avec le groupe des télépathes. Et à propos de ce groupe, nous avons longuement évoqué l'importance du corps éthérique cosmique, qui est à la base du fonctionnement de la télépathie et de ce que nous avons appelé la science de l'impression. Et pour rapprocher science et conscience, nous avons même dit que la télépathie est à la conscience ce que l'intrication est à la physique quantique. En effet, la télépathie fonctionne parce que tout se touche en permanence au sein du réseau et que nous sommes constamment impressionnés par tout ce qui nous environne de près ou de très loin. Et c'est pourquoi nous avons traité de la science de l'impression, qui peut être considérée comme la science fondamentale de la conscience, puisque depuis l'involution jusqu'à l'évolution, l'humanité grandit en conscience grâce aux impressions interconnectées qui viennent de toutes parts. Que nous soyons impressionnés physiquement, émotionnellement, mentalement ou en tant qu'âme, c'est ainsi que nous vivons chaque minute consciemment ou inconsciemment. Alors bien sûr, nombreux sont ceux qui ignorent cette structure solidaire, fondamentale, et qui continuent de vivre et de sentir et de penser en tant qu'individus séparés les uns des autres et de l'ensemble planétaire. Et d'autre part, d'autres personnes connaissent très bien la notion d'interdépendance et d'inséparabilité et sont parfaitement en accord mental avec cette théorie. Mais c'est une chose que de le savoir et c'en est une autre que de la vivre. Et finalement, l'ensemble de ces deux groupes fait qu'au quotidien, les comportements individualistes et séparatistes continuent d'être nombreux. Le problème fondamental de l'humanité actuellement, c'est la dichotomie entre la réalité d'interdépendance du monde, que je viens de décrire, et les modes de vie égotistes. Le problème, c'est de vouloir perpétuer un mode de vie individualiste et formel dans un univers où tout n'est qu'énergie interconnectée et où le séparatisme n'existe pas. Voilà pourquoi nous vivons dans un monde illusoire, dans un monde de mirages. Et comme nous pouvons le voir, le mirage de la séparativité est fondateur, parce qu'il est à l'origine de tous les autres. Plus nous progressons en conscience individuelle, et plus ce mirage devient nocif pour l'humanité et la planète Terre. Il y a donc urgence à voir au-delà de ce mirage pour vivre dans la réalité du monde. Et bien, c'est à ce travail que va nous inviter le deuxième groupe des serviteurs du monde, le groupe qu'on appelle des dissipateurs du mirage, que nous allons voir ce soir. Ce groupe aide l'humanité à y voir clair sur la réalité du monde, pour la libérer du mirage du séparatisme et de toutes ses conséquences en rapport avec la suprématie de l'apparence, de l'hégémonie du matériel et de l'attachement aux formes physiques ou émotionnelles, telles les croyances ou les opinions qui enferment et construisent sans cesse des murs d'incompréhension. Mais commençons par nous interroger d'abord sur ce qu'est un mirage. De la manière la plus simple, on pourrait tout simplement dire qu'un mirage, c'est un reflet déformé de la réalité.
Avec une telle définition, on comprend bien que ça puisse s'appliquer à la psychologie humaine, même si au départ c'est un phénomène purement physique, reflet déformé de la réalité. Prenez réalité avec un R majuscule. Un mirage, quel que soit le plan sur lequel il s'exprime, est donc une illusion d'optique. Une perception, une vision, un point de vue si prégnant que finalement il se laisse prendre pour une réalité. Le mirage est donc un aveuglement, un écran au réel, encore une fois avec un L majuscule, qui semble plus vrai que nature, et auquel on est très attaché parce que il ne fait aucun doute que c'est vrai, c'est la réalité. Alors, intéressant de voir que étymologiquement, mirage vient du terme latin mirus. Mirus qui signifie étonnant, étrange. Mirus est à l'origine du verbe mirer, qui a donné mirette. Mirer, c'est-à-dire regarder avec étonnement, et qui a donné aussi admirer. Et il a également donné naissance à merveilleux, qui renvoie aussi à ce qui étonne, ou à ce qui remplit d'admiration, et qui est le sens qu'on retrouve dans les 7 merveilles du monde, ou dans les aventures d'Alice au pays des merveilles. C'est exactement ce sens, quelque chose d'étonnant. Et si Mirus donne naissance à mirage, peut-être plus surprenant, il génère également miracle. Cette matérialisation si extraordinaire qu'on l'a reliée jadis à une intervention divine, mais qui peut être comprise peut-être plus simplement comme une manifestation du monde de l'âme. Le miracle, finalement, ça n'est rien d'autre que notre capacité à révéler jusque dans les mondes manifestes ce que nous sommes en mesure de percevoir, de traduire et d'accompagner depuis les plans supérieurs. Alors on voit bien qu'entre miracle et mirage, c'est toute la différence qu'il y a entre foi et croyance, ou entre matérialisation de l'essentiel et sa déformation. Ainsi, merveille, miracle et mirage sont fils et filles de la famille Mirus, qui chacun porte sur le monde un regard différent, mais avec l'étonnement en commun. Alors, en quoi notre monde est-il merveilleux ? Sommes-nous capables de nous étonner quand l'essentiel qui se décline depuis les plans supérieurs se matérialise ? Le percevons-nous alors comme un miracle dont nous percevons l'origine supérieure ? Ou alors sommes-nous englués dans le mirage à ne voir qu'un aspect formel sans aucun rapport avec les mondes supérieurs ? Avons-nous tendance à ne voir que des mirages là où se manifestent des miracles et du coup à passer à côté du merveilleux ? Comment mirons-nous le monde ? Comment le regardons-nous ? Et de quoi nous étonnons-nous ? Ce sont des questions que pose l'énergie taureau que nous sommes en train de vivre ce mois-ci. Et c'est pourquoi cette énergie est en lien avec le groupe des dissipateurs du mirage qui peut voir au-delà des apparences. Cette énergie, selon la sensibilité de chacun, soumet l'humanité soit à une impression claire du plan à mettre en œuvre sur Terre, soit à un aveuglement pour ceux qui sont en proie aux impressions émotionnelles et aux puissants fonds des désirs. Le travail de dissipation du mirage va mettre fin à cet aveuglement, à la tendance qui consiste à n'être obnubilé que par l'aspect extérieur des choses, pour développer la vision claire de ce qui est et de ce qui pousse au-delà des apparences. Mais avant de parler de dissipation du mirage, parlons un peu de sa genèse et de son rôle fondamental dans la construction psychologique de l'humanité. Aussi étrange et donc merveilleux que cela puisse paraître, le mirage prend racine dans la quête qui pousse l'individu à chercher et trouver un sens à la vie. En effet, c'est intéressant de voir que la recherche du sens de la vie n'existe pas dans les règnes subhumains, pas plus que d'ailleurs dans l'humanité qui n'a pas encore développé le minimum mental requis pour se poser la question. Dans ces états de conscience, il y a une espèce d'évidence de participation à la vie, une union naturelle avec l'existence. Et ce n'est que lorsque le mental émerge qu'une prise de distance avec la vie se fait et qu'on peut commencer à interroger sur la question du sens. L'humain commence alors à répondre, inconsciemment bien sûr au début, à l'énergie du rayon 1 de volonté-puissance qui affirme le plan planétaire qui donne sens fondamentalement à la vie.
Et plus l'humain y répond consciemment, plus la question du sens ou du non-sens de la vie prend de l'importance et oriente sa façon d'être au monde. Mais que recouvre exactement le mot sens dont on n'arrête pas de parler? Eh bien, c'est un mot très riche qui revêt 3 acceptions majeures que nous allons tenter de préciser en répondant à 3 questions et en montrant combien les réponses peuvent être très différentes vues de la vie extérieure ou vues de la vie intérieure. La première acception du mot sens nous amène à poser la question: ce monde est-il sensé? Est-il intelligent? Compréhensible? À cette question, les scientifiques qui traitent de l'aspect matière du monde répondent par l'affirmative. Oui, ce monde est intelligent. Il répond à des lois, il s'agence d'une façon magistrale, il se comprend et paraît merveilleux, tant l'ingéniosité dont il fait preuve surprend. Donc, si l'intelligence ne fait aucun doute pour les scientifiques, par contre, il divise les chercheurs de vérité intérieure, les philosophes. Pour certains, le monde témoigne d'une intelligence fondamentale qui repose sur des lois ésotériques et dont les lois physiques ne sont que l'expression manifeste. Mais pour d'autres, non, pour d'autres le monde est mal fait, il est incompréhensible, il n'y a aucune intelligence, à part celle des humains bien sûr. Voilà ce qu'on peut dire déjà de ce premier sens du mot sens. La deuxième acception du mot sens amène à se demander si le monde répond à des valeurs qui lui donnent un sens intérieur. Cette deuxième question, qui précise la première, donne également évidemment lieu à diverses réponses. Les scientifiques affirment la valeur d'unité. Ils voient évidemment une solidarité intrinsèque à tous les systèmes qui, quelle que soit leur taille, répondent à une organisation intelligente au sein d'un tout solidaire, en mettant l'accent sur le tout solidaire. Et donc les notions d'ensemble, de système, de fractal, d'hologramme, traduisent cette organisation qui témoigne d'une unité sous-jacente. En termes de conscience, on parle également de cette force d'unité en la nommant amour, avec un A majuscule. L'amour unité est ainsi la valeur qui donne sens au monde intérieur dans lequel nous évoluons, et qui est à l'origine, comme nous le disait tout à l'heure, de tous les miracles. Mais certains affirment que non, c'est un mirage, c'est pas un miracle, et proclament que c'est à l'humain de générer les valeurs du monde au travers des décisions qu'il prend pour orienter son existence, et qu'il n'existe aucune valeur donnée à l'avance. Enfin, troisième et dernière acception du mot sens, la direction. Après s'être demandé si le monde est intelligent et intelligible, s'il est animé par des valeurs fondamentales, interrogeons-nous sur sa direction. Où va donc le monde? À cette question, les scientifiques ne peuvent répondre que par rapport à la Terre, qui disparaîtra environ dans 7 milliards d'années. C'est tout ce qu'on peut dire. Par contre, les chercheurs de vérité intérieure, les philosophes, les mystiques, ont fait preuve d'une imagination débordante pour y répondre. Nous allons vers le néant, ou un cataclysme, ou vers un paradis, avec toutes les étapes qui jalonnent l'échelle conduisant de l'un à l'autre. Les ésotéristes parlent pour leur part de la direction qu'emprunte l'humanité pour mener à bien sa mission sur Terre et décrivent une courbe d'involution et d'évolution que nous suivons pour concourir au plan. Donc, comme on peut le voir, le mot sens, qu'on utilise en quête de sens, il est très riche parce qu'il porte en lui les 3 notions d'intelligence, d'unité et de direction, c'est-à-dire les 3 rayons majeurs d'intelligence créatrice, d'amour et de volonté. C'est dire si la place qui revient à cette question du sens est au cœur de l'évolution humaine. Bon, maintenant que nous avons éclairci ce qu'on entend par sens, revenons-en à ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que les mirages prennent racine dans la quête qui pousse l'individu à chercher un sens à la vie. Voilà. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont en conscience individuelle et qui s'interrogent sur le sens de leur vie, ou de la vie, n'ont pas encore accès aux réponses fondamentales. Alors que faire ? Chacun invente sa réponse et donne à la vie le sens qui lui convient. À partir des informations sensorielles, il fait appel à l'imagination et construit des croyances qui organisent son quotidien en lui donnant sens.
Et de là vont naître absolument tous les mirages. Donc, pour donner sens au monde, malgré ses lacunes, l'humain en vient à créer le récit de son existence, le récit de ses origines, à partir de ses désirs, de ses rêves, de ses compréhensions, et il construit une histoire au cœur de laquelle il évolue en trouvant une place qui le sécurise ou pas. Et tout cela n'est que déformation, voire inversion du réel, et représente tous les mirages du monde. Naturellement, tout ça se fait inconsciemment, d'où l'enracinement profond de tous les mirages. Ainsi, pendant longtemps, l'humain est aveuglé par l'évidence sensorielle des formes, qui l'empêche de voir la lumière subtile des mondes intérieurs. Alors, voyons maintenant l'ampleur de ces leurres à travers deux allégories. Pour illustrer le monde du mirage dont l'existence interpelle les penseurs depuis toujours, faisons tout d'abord l'allégorie de la caverne de Platon. Ça raconte le sort d'un groupe d'humains enchaînés depuis leur naissance au fond d'une caverne, sans pouvoir tourner la tête. Ils n'ont pour seul horizon que le mur qui se trouve devant eux. Et derrière eux, de grands feux sont allumés et qui permettent que leurs ombres, celles des êtres qui les nourrissent et des objets divers qui les entourent, se projettent sur le mur. Pour ces êtres enchaînés, le monde projeté de ces ombres est leur seule réalité. Ils ne soupçonnent pas l'existence d'autre chose, et ils ne peuvent donc qu'être que dans un gigantesque mirage d'ombre et de lumière, parce que leurs capacités imaginatives vont donner sens au tableau qu'ils perçoivent devant eux. Le film Matrix a repris et complexifié cette allégorie. La caverne devient la matrice, et les hommes ne sont plus enchaînés mais élevés et exploités dans des cocons par des machines. Leur conscience, pourtant, pendant ce temps-là, se meut dans un monde virtuel qui a toutes les apparences d'une autre. Ils naissent, ils vivent, ils travaillent, ils ont une vie sociale, etc., qui a toutes les apparences donc de la réalité. Mais ils n'ont aucune conscience de leur emprisonnement, ils sont convaincus de la véracité de cette réalité. Alors le film pose la question troublante du réel et de l'irréel. Et si ce que nous considérons, nous, comme une réalité, notre réalité, n'était qu'un formidable jeu virtuel, un jeu vidéo, dans lequel nous ne sommes que des pions téléguidés, exploités, élevés en batterie, comme dans Matrix, pour fournir de l'énergie à des machines, et totalement inconscients de la partie qui se joue. Sommes-nous dans le vrai, ou sommes-nous dans un gigantesque mirage ? Ces allégories sont là pour imager la pénible accession des hommes à la connaissance de la réalité, ainsi que la non moins difficile transmission de cette connaissance. C'est par les 5 sens que nous appréhendons la réalité. Mais si nous n'en restons qu'à ce qu'ils traduisent, nous restons complètement prisonniers de leurs filtres et de leurs interprétations, car nous n'avons alors qu'une lecture factuelle du monde. Les 5 sens ne se réfèrent qu'au monde des apparences. Et les apparences sont trompeuses, même si elles séduisent parfois par des explications simples, immédiates, qui collent à nos imaginaires et qui nous rassurent. Mais heureusement, ces allégories montrent aussi un chemin de liberté si on renonce au monde des apparences. Platon imagine que certains prisonniers de la caverne sont libérés de leur chaîne et conduits à l'extérieur afin de voir le monde en pleine lumière. Il avertit de la pénibilité du chemin, car la lumière aveugle et la difficulté à lâcher les anciennes représentations, tant celles-ci sont identitaires. L'incrédulité fait face au nouveau monde qui s'affiche, et ça c'est un risque qui n'épargne personne. Mais une fois admise la réalité de ce nouveau monde, une fois le mirage dissous et la nouvelle réalité acceptée, Platon indique que l'ex-prisonnier, nouvellement éclairé, devrait se sentir appelé à retourner volontairement dans la caverne, afin d'éclairer ceux qui y sont restés. Mais il précise qu'ils auront tendance à ne pas le croire, et qu'ils pourraient même le tuer, tant son discours serait perçu comme une violence. L'ignorance protège, les mirages trompent mais rassurent, même dans la souffrance.
alors que la connaissance peut déranger et engage. Dans Matrix, le héros qui s'appelle Neo peut choisir de rester dans le monde de l'illusion en choisissant la pilule bleue, ou d'aller vers celui de la vérité en prenant la pilule rouge. Et là, on retrouve l'ampleur de la souffrance face à la vérité aveuglante, suivie du désir profond de délivrer tous ceux qui restent prisonniers de la matrice. Mais encore une fois, auront-ils envie d'être libérés? Auront-ils envie de savoir? Face au confort assuré de la matrice, combien oseront avaler la pilule? Ou combien préféreront avaler la pilule bleue du leurre, celle des apparences? Alors, à la différence de ce que proposent ces allégories, l'humanité, elle, n'est enchaînée que par elle-même. Que par elle-même. Ce sont ses propres croyances, ce sont ses propres mirages qui constituent le décor virtuel auquel elle croit dur comme fer. Et ce n'est même pas une erreur de sa part. Ça fait partie des étapes indispensables, inévitables, à parcourir pour se frayer un chemin vers l'autonomie. Alors, voyons plus en détail les 3 phases qui vont engendrer progressivement donc certains types de mirages et tous les leurs qu'ils induisent. Le premier type de mirage est relié aux formes physiques denses. Au départ du développement, et pendant de nombreuses vies, en ce qui concerne l'humanité, ou pendant plusieurs années pour ce qui est de l'enfant, l'humain prend connaissance de tout ce qui l'entoure, comme nous l'avons vu tout à l'heure, par l'intermédiaire de ses 5 sens physiques. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, touche, ce qu'il goûte, ce qu'il sent, c'est concret. Le monde est d'évidence alors avant tout formel. C'est absolument évident. L'aspect tangible et matériel prédomine. Et il est poussé par la curiosité à découvrir le concret par l'expérience. Cette adhésion totale à l'apparence est l'aspect du mirage que l'on nomme Maya. Cette réalité perceptible est si prégnante qu'il est bien difficile d'imaginer qu'elle est illusoire. C'est pourquoi la Maya est une notion couramment enseignée dans les anciens écrits orientaux pour tenter d'arracher l'humain à l'emprise des apparences. Alors, on pourrait objecter que dans ces temps anciens, les humains n'étaient pas que matérialistes quand même, et qu'ils faisaient aussi appel à une réalité autre, avec l'existence des devas, des esprits de la nature, et qu'ils développaient aussi un sens religieux, à travers des cultes rendus à divers dieux, selon les civilisations. Ouais, mais si effectivement, ces attitudes échappent au monde des formes, les rituels pratiqués avaient tous pour but une amélioration de la vie quotidienne et formelle. L'homme s'adresse aux dieux avant tout pour améliorer sa vie matérielle ou ne pas subir leur courroux. Et on demeure complètement dans le monde de la Maya. C'est ce qu'on appelle le matérialisme spirituel. On va chercher ailleurs de quoi améliorer, encore une fois, notre existence dans le monde de la forme. Et donc, comme on peut le voir, le matérialisme est un des principaux mirages de l'humanité et il est toujours pleinement d'actualité. Une frange importante de la population considère le monde matériel comme l'unique expression tangible à laquelle se référer. Seuls comptent les formes, l'avoir et ce que nos sens vont attester comme réel. Plongés dans cette croyance, les humains pensent et organisent leur vie entièrement à partir de l'apparence. Alors de nombreux mirages en découlent. L'importance des mesurés donnée par exemple à la plastique corporelle, l'accent mis sur le bien-être physique, le confort matériel, l'importance donnée à l'argent et aux avoirs multiples, bref, tout ce qui touche au matérialisme. Et nous voyons les conséquences désastreuses de ce mirage mondial, tant au niveau économique, social qu'écologique. À vouloir trop consommer, une partie de l'humanité a malmené la planète et une majorité de ses habitants. Alors venons-en au deuxième type de mirage qu'a créé l'humanité au cours de son évolution et qui est relié au corps émotionnel. Rappelons que pour éviter certaines incompréhensions, la différence qui existe entre sensibilité et émotion. La sensibilité résulte du fonctionnement de nos sens comme on vient de le voir.
Et ceux-ci doivent progressivement quitter le seul domaine du physique pour se développer sur des niveaux vibratoires de plus en plus subtils, y compris fonctionner sur les plans supérieurs de l'âme. Voir pour ça les conférences de 2017 sur l'éducation, où nous avons pris les sens les uns après les autres en voyant quelle était leur définition donc sur les plans les plus subtils. La sensibilité, c'est donc quelque chose qui est à développer sans modération. À l'inverse, l'émotionnel est créateur de mirages, parce qu'il est une interprétation individuelle d'un perçu sensible. À partir d'une impression, l'individu apprécie ou rejette l'effet de sa perception. Et c'est alors le j'aime ou le j'aime pas qui forge l'opinion et qui deviendra le socle justifiant l'ensemble des désirs et des comportements affectifs. L'émotionnel résulte toujours de l'interprétation personnelle d'une lecture sensible du monde, en fonction de goût, de préférences, qui conduisent souvent à prendre des vessies pour des lanternes, ou plus exactement à prendre nos projections pour la réalité. Certains affirment que tous les goûts sont dans la nature, et qu'il y a autant de goûts que d'individus sur Terre. C'est dire la multiplicité des interprétations de la réalité si chacun la traduit à sa sauce. Le fonctionnement émotionnel colore les événements, les idées, et donne au monde dans lequel nous évoluons son halo d'émoi nébuleux, qui floute complètement les visions et les compréhensions. Il donne alors au mirage la puissance nécessaire pour s'insinuer dans tous les interstices du quotidien. En développant sa sensibilité, il faut voir aussi que l'humain devient inconsciemment de plus en plus réceptif aux qualités fondamentales qui l'environnent et qui l'influencent. Mais, là encore, il va les interpréter de façon erronée, en les percevant à travers le filtre de ses appréciations. Le j'aime pas va primer sur la vision. Tant que l'individu reste centré sur lui, l'émotionnel interprète les énergies selon ses intérêts particuliers et évidemment, en fin de compte, ça alimente toujours les mirages. Alors on pourrait dire, mais voilà une situation bien préoccupante. Oui et non. En fait, il n'y a rien d'alarmant parce que ça fait partie du développement normal de tout un chacun. Ça fait partie de l'histoire de l'involution. En fait, donc, il existe une multitude de mirages, puisque chaque énergie de rayon engendre des déformations spécifiques. Ainsi, nous pouvons rencontrer le mirage de l'autorité, le mirage de la popularité, le mirage de l'activité intense, celui de l'harmonie ou celui de l'intellect, le mirage de la loyauté ou celui de l'efficacité. Il est d'ailleurs intéressant de constater que confronté à son propre mirage, chacun pense que ce n'est pas un mirage, c'est une qualité, enfin quand même. Mais par contre, chacun voit très bien chez les autres que ce n'est pas une qualité qu'ils ont, mais c'est véritablement un mirage. Mais au-delà des aspects individuels, l'humanité dans son ensemble est confrontée à des mirages communs, comme ceux qu'on a déjà évoqués, ceux du séparatisme et du matérialisme. Ajoutons-y, pour leur importance actuelle, le mirage du sentiment et le mirage de l'idéalisme. Commençons par le mirage du sentiment, parce que parmi la multitude de mirages qui ennuagent le plan astral, eh bien, le mirage du sentiment ou le mirage de l'amour affectif, eh bien, il tient une bonne place. Pour bien comprendre un mirage, n'oublions surtout pas que tout mirage n'est pas une invention qui ne viendrait de rien. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la déformation d'une énergie-conscience réellement perçue, même inconsciemment. Et c'est ce qui illustre d'ailleurs le pouvoir de l'âme à l'œuvre, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne l'amour, eh bien, l'âme cherche en permanence à ce que l'humain perçoive et incarne l'amour unité. Cet amour impersonnel, qui est la base même de la conscience de groupe. Mais cette poussée de l'âme, elle va se heurter au terrain de l'égoïsme et du séparatisme. Et notre interprétation de ce perçu d'amour, eh bien, va se manifester de manière quelque peu dénaturée. L'amour unité va être interprété de façon extrêmement personnelle et devenir l'amour sentimental, avec ceux qu'on aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout.
Si l'amour unité rend libre, le mirage du sentiment, lui, maintient l'humanité en esclavage, parce que c'est un désir. C'est un mélange du désir d'aimer et d'être aimé, dans un contexte où l'on se convoite, plutôt que de se reconnaître comme un. Alors ce mirage de l'amour affectif colore l'ensemble des relations et sert de sens fondamental à la vie chez bon nombre de nos contemporains. Si l'amour unité est la valeur que nous avons à incarner sur Terre, il faut se rendre compte que l'amour affectif, c'en est simplement un ersatz qui, sous couvert de mirages merveilleux, imprègne notre société aux côtés du mirage du matérialisme. Les deux vont bien ensemble. Quant au mirage de la dévotion, de quoi donc est-il la déformation ? En tant qu'humanité, nous sommes engagés dans une direction évolutive qui implique d'incarner des principes essentiels au quotidien. Et cet engagement se conçoit évidemment avec un état d'esprit inclusif. Or, lorsque cette énergie d'engagement se vit sur le plan émotionnel, elle devient le fer de lance personnel, dont nous voyons les expressions au niveau politique, au niveau religieux, mais aussi simplement au niveau de toutes les passions que nous pouvons avoir au quotidien. Et cela engendre des rejets et des exclusions. Les humains en proie à ces mirages sont pourvus d'œillères et s'enferment dans la certitude de leur passion, de leur vérité, fiers de s'y consacrer corps et âme. Le mirage de la dévotion aveugle et peut mener au fanatisme et à rejeter tous ceux qui pensent, aiment et vivent autrement. Et là encore, pas besoin d'insister pour voir combien il œuvre partout, autour de nous, et parfois en nous. Enfin, voyons le troisième type de mirage. Après la maya qui s'exprime sur le plan physique et le mirage des brouillards émotionnels, le troisième type de mirage est engendré sur le plan mental et c'est ce qu'on appelle l'illusion. L'illusion résulte d'une compréhension partielle, d'une interprétation erronée ou de la mauvaise application d'une idée. L'illusion est une certitude qui exclut la possibilité même d'une remise en cause. L'illusion défend sans l'ombre d'un doute une idée, une théorie qui se prévaut de démonstrations et de preuves qui viennent attester de sa véracité. Et les certitudes construites sur des parcelles de vérité qui s'estiment parfaitement exhaustives. L'illusion, c'est une forme de mirage très répandue chez celles et ceux qui développent la pensée. On en trouve de nombreux exemples dans le monde des sciences humaines ou dans les sciences physiques. Dès qu'un individu, dans quelque domaine que ce soit, prétend détenir une vérité et s'y accroche, comme à la prunelle de ses yeux, nous assistons à un flagrant délit d'illusion. Mais c'est évidemment en toute bonne foi que l'individu défend son point de vue. Mais c'est là que nous apprenons que la bonne foi n'est pas garante de vérité, ni d'ailleurs de compréhension aimante, parce que l'illusion enferme et peut exclure violemment toutes celles et ceux qui n'adhèrent pas aux thèses défendues. Voilà donc quels sont les trois types de mirages que crée l'humain à partir de ces trois corps. Maya, mirage, illusion, trois mots pour désigner la manière dont il donne sens à la vie, en construisant sa réalité en marge du réel. Naturellement, ces trois aspects s'allient et se combinent en chacun d'entre nous dans une complexité parfois inexplicable. Maintenant, voyons quelle est l'importance de ces mirages dans la vie de l'humanité. Eh bien, il faut se rendre compte que l'humain vit dans une caverne ou dans une matrice héritée de ses ancêtres, et sans le réaliser, il en perpétue l'existence avec le concours de ses contemporains. Alors bien sûr, la matrice et tous les mirages qui la colorent est mouvante. Elle est protéiforme. Elle change d'apparence au gré de ses mouvements. Génération après génération, les mirages et les illusions se font plus subtils. Mais si les formes varient, le fond, lui, souvent demeure identique. Il s'agit toujours d'une interprétation sensible et personnelle du monde, répondant à l'injonction secrète de se satisfaire encore et toujours en vue d'attendre le bonheur sur terre. Lorsque les maîtres de sagesse évoquent la façon dont ils voient notre planète, ils décrivent un épais brouillard qui l'entoure
et qui la baigne de façon permanente. Ce brouillard que nous avons déjà évoqué résulte de la somme de tous les mirages humains qui se sont amalgamés depuis l'origine de l'humanité. Ce brouillard a une force d'impression considérable sur toute l'humanité. Alors le service qui incombe au groupe des dissipateurs du mirage, c'est d'amener l'humanité à prendre conscience de ce brouillard et à se donner les moyens d'en sortir. Mais comment persuader ceux qui croient voir clairement que leur vue est brouillée? Comment et pourquoi sortir des mirages quand la vérité semble si réelle, palpable et satisfaisante? En quoi l'amour affectif pose-t-il problème? En quoi la recherche du bonheur serait-elle un mirage? Et donc, comme le suggère l'allégorie de la caverne, ce sont au contraire bien souvent les porteurs de lumière qui sont taxés d'obscurantisme et accusés d'être dans des mirages qui cherchent à embrouiller le mental humain en prenant des croyances douteuses. Inversion. Donc, la difficulté que porte le mirage, c'est qu'il n'est pas du tout un vilain défaut à corriger, mais une impossibilité pour l'humanité en involution à fonctionner différemment. Les mirages revêtent donc une importance considérable. Ils sont la substance même qui engendre nos comportements et les peaufine au cours des périodes où l'individu se construit. Faute de pouvoir interpréter et vivre pleinement les qualités essentielles de l'âme, les humains en cours de développement n'en perçoivent qu'un aspect partiel et déformé. Les mirages sont donc un passage obligé qu'il est nécessaire de remettre en question naturellement lors de l'évolution. Et donc, dès qu'on amorce l'évolution, dès qu'on se sait être avant tout conscience unitaire, nous allons prendre conscience de la nécessité de sortir de la grotte ou de la matrice. Et là, avant de voir ce qui est nécessaire pour sortir de la grotte, une question se pose. Si les humains qui débutent sur le chemin de l'évolution comprennent la nécessité de sortir de la grotte ou de la matrice sur le chemin de l'évolution, quelle est la nécessité d'un groupe de dissipateurs des mirages? En quoi participe-t-il au service mondial si des milliers de personnes sont déjà sorties de la matrice et cheminent grâce au phare qui est la lumière du mental éclairé? Pourquoi ne pas laisser la nature divine s'imposer progressivement à travers la nature humaine? Pourquoi ne pas laisser les humains s'apercevoir tout seuls, progressivement, que c'est des mirages et sortir de la grotte? Après tout, c'est ainsi que l'humanité a évolué depuis son origine. Oui. C'est vrai que, jusqu'ici, l'humanité semble s'être débrouillée toute seule. Mais ce n'est qu'une apparence, c'est un mirage. En effet, il faut prendre en compte que régulièrement, des sages sont venus dans la matrice pour insuffler le goût de s'aventurer hors du monde formel et ont amené des enseignements fondamentaux. Par exemple, Hercule a instauré l'idée d'un travail évolutif indispensable à travers ses 12 travaux. Bouddha a enseigné comment sortir des mirages dus au désir. Jésus a mis en lumière le mirage d'un monde qui n'aurait aucun sens évolutif, dénué de ce qu'il appelait la volonté du Père, et qui ne vivrait pas l'amour-unité, on serait dans un mirage total. Et puis une multitude d'autres sages, connus ou inconnus, ont existé sur tous les continents et ont servi régulièrement de lanterne aux humains captifs. Mais, à ces époques lointaines, l'humanité encore en enfance évoluait très lentement et n'avait pas besoin de plus d'intervention. Elle ne se mettait pas en péril. Elle ne nuisait pas à la planète. Et ces mirages n'étaient pas très puissants. Il y a 2000 ans, la population mondiale était estimée à 170 millions de personnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 8 milliards. Quand 8 milliards de personnes se mettent à cultiver des mayas, des mirages et des illusions puissantes, la matrice est aux anges, mais la terre est en enfer. Aujourd'hui, l'absence de conscience éclairée d'une grande partie de l'humanité nuit au présent et au devenir de la Terre et de l'ensemble des terriens. Il devient donc urgent d'éclairer l'humanité en l'instruisant en fonction de ce que les différents groupes humains sont à même de comprendre
et en les aidant à sortir peu à peu du brouillard des mirages, à quitter le fatras des illusions ou l'aveuglement de la Maya. C'est la raison pour laquelle le travail du groupe des serviteurs du monde, et celui des dissipateurs du mirage en particulier, pour répondre à la question, prend tout son sens. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous peut participer à cette urgence mondiale. Mais comment contribuer à sortir du mirage et comment concourir à instaurer une vision claire, ou tout au moins plus claire, sur la direction à suivre collectivement pour le bien de la Terre? Eh bien, pour dissiper les mirages et les mayas, il est indispensable d'éclairer le mental à la lumière de l'âme. Pour l'illusion, nous le verrons après, c'est un petit peu différent. Mettre le mental dans la lumière, c'est la clé de ce travail, et c'est un sujet que nous avons d'ailleurs longuement développé le mois dernier. Seul le mental éclairé peut projeter la lumière sur ce qu'il convient de dissiper, en substituant peu à peu des bribes de vérité à toutes les visions fantasmagoriques à l'origine du mirage mondial. Lorsque le mental éclairé met en lumière un mirage, c'est comme un flash, mais c'est aussi une claque qui ébranle l'individu qui prend en pleine conscience cet éclair de lumière. Mais une fois que c'est fait, tout reste à faire. Une fois le voile de l'apparence déchiré, tout le travail de dissipation est à mettre en œuvre, parce que le mirage a la vie dure. Et c'est donc en méditant, en maintenant le mental dans la lumière de l'âme, que les dissipateurs du mirage peuvent mener à bien leur travail spécifique. Voyons cela un petit peu plus en détail. Les dissipateurs du mirage doivent révéler deux aspects fondamentaux du réel, avec un R majuscule. Deux caractéristiques qui ne doivent pas simplement être connues théoriquement, mais vraiment vécues, pour que ça fasse de l'effet. Le premier point consiste à démontrer que tout est énergie, et à systématiquement révéler l'universalité de la présence des énergies derrière toute forme, qu'elle soit atomique ou galactique, derrière toute situation et l'ensemble de tous les événements du temps. Et déjà, de nombreux penseurs, philosophes, scientifiques considèrent le monde comme un gigantesque entrelac d'énergies interreliées et interdépendantes. Et ils en témoignent. Grâce à la vulgarisation de leur savoir, ils se mettent au service du monde et ils concourent ainsi à la dissipation des mirages. En ce qui nous concerne, si la plupart du temps nous connaissons très bien cette théorie, la difficulté est son application systématique au quotidien. Ensuite, le deuxième point consiste à révéler que toute énergie est l'expression d'une conscience. Et que ce sont ces énergies consciences qui donnent vie à toutes les apparences. Ce sont elles qui constituent le véritable monde causal et qui fondent tout ce qui apparaît sur Terre. Or, plus nous nous rapprochons du monde des causes, et plus nous percevons le sens réel de ce monde. Et c'est pourquoi tous les ésotéristes s'attachent à révéler ce deuxième point et à en témoigner. En effet, pour sortir du mirage, il faut admettre, au moins à titre d'hypothèse de travail, la préexistence de la conscience, qu'on l'appelle âme ou esprit, sur toutes les formes, qu'elles soient stellaires, planétaires, humaines, minérales ou subatomiques. Le monde causal, c'est le monde de la conscience. Et l'oublier, c'est prendre l'apparence pour le réel et générer des mirages ou renforcer tous ceux qui existent. Et là, pour les justifier, nous inventons toutes sortes d'explications dans lesquelles les formes s'autogénèrent et sont la cause d'autres formes. Ainsi, dans la théorie du Big Bang, il n'est nullement question de conscience, ni d'une intention fondamentale. Tout est question de matière, d'atomes qui s'agencent tout seuls, selon un ordonnancement merveilleux. Il est de même quand il est question d'étoiles et de planètes. Ce n'est que de l'hydrogène sous différents aspects qui s'agglutinent à quelques matériaux solides et sans qu'on sache pourquoi. L'aspect conscience est aussi largement exclu d'une certaine ontogenèse. L'humain, pour de nombreux chercheurs, serait simplement le fruit d'une évolution physique à partir d'un ancêtre commun avec le singe. Quand on cherche à expliquer la disparition de certaines civilisations florissantes, des causes formelles sont avancées. Ça doit être dû à des modifications climatiques, à des invasions,
à des guerres, etc. Mais on ne traite jamais ces changements sous l'angle de l'apparition et de la disparition d'énergie-conscience qui rythment la vie des civilisations. Quant à nos vécus quotidiens, nous n'en parlons souvent qu'en termes de faits et d'événements factuels. Dès lors, Maya, mirages et illusions fleurissent sans compter. Chaque fois que nous cherchons à comprendre le monde ou l'un de ses aspects, en excluant l'aspect conscience, nous renforçons le mirage ou l'illusion. Parce que les formes en elles-mêmes sont totalement dépourvues de sens. Et voilà pourquoi tant de philosophes matérialistes concluent, du coup à raison, à l'absurdité de l'univers. Donc, en résumé de ces deux points, tout est énergie et tout est conscience, pour comprendre le sens du monde et quitter le monde des mirages et des illusions, il faut donc réaliser que ce qui préexiste au monde des formes dans lesquelles nous vivons, c'est une multitude de consciences, de la plus vaste à la plus modeste, et que ces consciences s'expriment à travers un gigantesque réseau universel d'énergie. C'est là la description du réel, ou du moins ce que nous pouvons en comprendre actuellement sur Terre. Ne faisons pas de cette description une illusion. Mais encore, on pourrait dire que certainement on est d'accord sur l'aspect théorique. Mais parmi toutes les connaissances que nous avons, il est vraiment important de mettre l'accent sur ces deux points essentiels qui sont à l'origine de la dissipation de la maya, du mirage et des illusions lorsqu'ils sont mis en œuvre. Mais voilà, ça reste à mettre en œuvre parce que toute connaissance entraîne un accroissement de la responsabilité de servir. Et comme tout ne peut être fait en une fois, parce que ce travail s'étend sur plusieurs vies, voyons un peu, en 3 temps, comment ça peut se développer, comment on peut réussir à révéler progressivement la vision du monde en termes d'énergie et de conscience. Premier point à travailler. On pourrait dire tout d'abord que pour comprendre le monde des énergies et les états de conscience qui y sont reliés, il est indispensable de se connaître soi-même. Et cette nécessité ne date pas d'hier. Elle est inscrite sur le frontispice du temple de Delphes depuis l'Antiquité. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pour comprendre le monde, il est tout d'abord nécessaire de reconnaître les énergies qui nous animent et apprendre à les diriger pour ne pas en être le jouet. Le premier défi que nous avons à relever consiste donc à prendre conscience de la nature des énergies qui constituent notre personnalité et ses différents corps, pour en reconnaître les forces, mais évidemment aussi les travers. Les humains, bien souvent, ignorent leur fonctionnement interne. Ils sont parfois persuadés d'établir un rapport avec l'âme, alors qu'ils ne vivent qu'une émotion intense. De même, ils peuvent s'imaginer travailler mentalement, penser véritablement, alors qu'ils sont simplement en train d'organiser ou de justifier des opinions. Ils croient utiliser l'énergie de leur personnalité, alors qu'ils ne se servent en réalité que des énergies mêlées du mental et de l'émotionnel. Et donc, le vieil adage auquel nous ne cessons de nous référer, nous sommes des énergies manipulées par des énergies et cherchant à manier des énergies, ça résume ce premier paradigme qu'il importe de mettre en œuvre si nous voulons sortir des mirages. Mais pour y parvenir, encore faut-il en accepter toutes les implications. Connaître son fonctionnement, se connaître soi-même en tant qu'ensemble d'énergie, ou connaître sa carte de rayon, si l'on connaît les énergies de rayon, est un des préalables importants pour pouvoir dissiper le mirage. En effet, il est indispensable de connaître nos énergies si nous voulons en percevoir les déformations. Donc, la première grotte ou la première matrice dont nous avons à émerger, c'est nous-mêmes. Il faut explorer cette grotte pour en trouver l'issue qui nous conduira vers la première lumière. À défaut, nous ne pouvons pas du tout comprendre notre existence, son sens et tous les processus qui s'y déroulent, nos relations aux autres et tous les événements auxquels nous sommes confrontés. À défaut, nous continuerons de prendre nos mirages pour nos plus grandes qualités. Le deuxième point donc, à travailler,
c'est qu'une fois ce travail de connaissance de soi-même est éclairci, la deuxième étape invite à remonter au plan causal, donc à se connaître d'une manière beaucoup plus vaste sur le plan de l'âme, pour en saisir la nature et la qualité, pour comprendre et accompagner les énergies qu'elle cherche à mettre en œuvre dans la manifestation, et pour pénétrer sa manière de faire des miracles. Un des chemins qui permet d'y parvenir, c'est la pratique de la méditation. Dans un premier temps, c'est en écoutant la voix du silence que nous pressentons de plus en plus finement les énergies de l'âme, notre être essentiel, et que nous en sommes vraiment impressionnés. Nous réalisons peu à peu que nous sommes cette conscience supérieure, cherchant à utiliser notre personnalité pour s'exprimer pleinement. Alors le sens de notre vie s'éclaire. Et c'est un point de départ décisif pour dissiper le mirage. Nous réalisons alors de plus en plus clairement notre identité essentielle. Et à cette lumière, nous découvrons les mirages dont il convient de se libérer pour poursuivre le chemin. Nous distinguons alors ce qui dans nos actions, nos sensibilités, nos pensées, répond à des valeurs d'ensemble et ce qui sert les intérêts particuliers. Le mirage de la séparativité apparaît alors dans toute son ampleur, et avec lui, tous nos attachements, qui sont des panneaux indicateurs sur le chemin du renoncement. À ce stade, c'est vrai qu'il faut choisir de larguer les amarres qui nous attachent au monde des formes, ou de rester au port en perpétuant les mirages. Mais pour venir à bout du mirage, cette prise de conscience ne suffit pas. Prise de conscience de l'âme, c'est un premier point, mais ça ne suffit pas. Parce que seul, encore une fois, le mental éclairé peut dissiper le mirage. Voilà pourquoi, après avoir écouté la voix du silence, il est essentiel d'apprendre à méditer en maintenant le mental dans la lumière, encore une fois, comme nous l'avons vu en détail le mois dernier. Par le mental éclairé, nous pouvons comprendre le plan à mettre en œuvre sur Terre et les lois fondamentales qui l'organisent. Par le mental éclairé, nous saisissons l'extraordinaire programme que s'est fixé l'humanité en empruntant le chemin de l'involution et de l'évolution, assorti de tous les états de conscience qu'elle a générés, qu'elle génère actuellement et qu'elle générera. Enfin, troisième point, lorsque nous nous sommes reconnus nous-mêmes comme ensemble d'énergie, eh bien nous sommes prêts à reconnaître aussi les autres et le monde comme des énergies conscience. Les événements du temps et l'actualité sociale, politique, nationale et internationale sont de moins en moins vus alors du côté de la forme et de plus en plus perçus du côté causal. Le travail de dissipation du mirage conduit au détachement. Il incite chacun à prendre des distances avec les événements de la vie qui ne sont plus dès lors considérés comme des faits, mais considérés comme des énergies conscience en mouvement. Tout ce qui se passe autour de nous n'est que la partie émergée de ce qui se joue dans les mondes intérieurs. Le regard ne se focalise plus alors sur les circonstances et sur les péripéties de la vie, mais cherche à pénétrer les énergies à l'œuvre qui interagissent pour tenter de comprendre et accompagner le bien commun qu'elles cherchent à faire advenir. Parce que, n'en déplaise aux formes, le plan qu'il s'agit de mettre en œuvre sur Terre, c'est un plan d'amour. Alors justement, pour voir cette interprétation, prenons comme exemple l'énergie d'amour. Le plan d'amour est à l'œuvre, et nous pouvons voir sa progression, y compris d'ailleurs à travers la dissipation des mirages du monde. Derrière les avancées collectives vers de plus justes rapports, l'amour progresse. Il cherche à amener de plus justes relations entre tous les terriens. Et il stimule beaucoup de revendications qui surgissent dans le monde. Par exemple, le mirage du séparatisme justifie certaines pratiques. Et ce qui était autrefois coutume sociale, usage traditionnel, normalité, habitude, est à présent dénoncé comme étant des énormités dues à des mirages bien ancrés. Nous en avons souvent parlé, mais aujourd'hui, il n'est plus normal d'exploiter les enfants, de dominer les femmes, de maltraiter les vieux, de faire souffrir les animaux.
Aujourd'hui, la loi ne tolère plus les discriminations raciales, les injures, ni l'esclavage. Aujourd'hui, l'écart entre les très riches et les très pauvres apparaît comme un problème fondamental et ne se justifie plus par la théorie du ruissellement. Aujourd'hui, le crime d'écocide est reconnu et il semble de plus en plus anormal que les richesses de la terre ne bénéficient pas à tous. Aujourd'hui, malgré l'horreur de bien des actualités, eh bien, un monde de plus grande justice est en train de se construire, poussé par ces énergies d'amour qui imposent reconnaissance et respect. Et donc, le point commun à tous ces aspects, si on se détache justement simplement de ces faits, ben c'est l'énergie d'amour en marche. Voir le monde en termes d'énergie-conscience, c'est comprendre ce qui se trame à l'arrière-plan et concevoir que tous les événements n'en sont que la matérialisation, que le résultat. Voilà ce que sont donc les 3 stades progressifs pour approcher le monde à travers les énergies et la conscience. 3 stades de dissipation du mirage. Commencer par soi-même, élargir à sa propre âme et réaliser ce travail partout autour de soi. Alors, nous sommes réellement dissipateurs du mirage mondial. Mais dissiper le mirage n'est pas une entreprise facile. Et ceux qui entreprennent ce travail se confrontent à la difficulté de pénétrer les apparences que sont les événements, les crises et toute la vie phénoménale pour parvenir à identifier les causes énergétiques et la façon dont elles portent le plan d'amour. Bien sûr, ils ne se satisfont pas de leur première lecture et cherchent en permanence à pénétrer plus profondément, toujours plus profondément, le monde des causes. Ils apprennent à resituer systématiquement leur vision dans un contexte global, se détachant ainsi de points de vue partiels ou individuels, parce que les dissipateurs du mirage pensent systématiquement en termes d'ensemble, évoluant dans la mer énergétique du grand tout. Et c'est ainsi qu'ils servent le plan global et portent la lumière pour ceux qui sont encore dans le brouillard de la matrice. Il est intéressant de noter qu'en rapport avec ce groupe, l'énergie taureau pousse l'humanité dans un premier temps à désirer, en fonçant aveuglément, jusqu'à ce que le 3e œil, aujourd'hui relié au centre coronal, s'ouvre. Alors l'âme peut dire « je vois ». Et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Vous en avez une illustration à travers le travail d'Hercule relié au taureau quand il essaye d'attraper le taureau sur l'île de Crète. Et ça pourrait être aussi la parole clé de ce groupe des dissipateurs du mirage. Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Maintenant que nous avons vu la dissipation de la Maya et du mirage, évoquons ce qui est appelé la dispersion de l'illusion. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'illusion est un mirage mental qui ne touche encore qu'une minorité de la population, car l'humanité, dans son immense majorité, doit encore développer le mental. Ce n'est donc pas la problématique essentielle du moment. Aussi, nous ne dirons qu'un petit mot au sujet de ce travail de dispersion. Nous savons que les idées abstraites sont la traduction de vibrations émises par des énergies consciences qui peuplent le côté intérieur de la vie. Et certaines émanent de principes cosmiques qui, évidemment, nous échappent totalement. Parce qu'il nous est impossible de percevoir l'ensemble des énergies à l'œuvre au sein du grand tout. En effet, à notre niveau vibratoire, qui témoigne de notre niveau d'évolution, nous ne sommes en mesure de capter et de traduire qu'une infime partie du grand flux énergétique. Et c'est pourquoi les idées qui nous parviennent sont forcément très limitées et très parcellaire. Donc toute idée qui paraît juste doit toujours être considérée comme partielle et momentanée. Tomber dans l'illusion, c'est justement avoir tendance à oublier cette donnée essentielle. Elle est due à l'attachement à une idée qui a fait ses preuves et qu'on revendique comme vérité absolue. Et certains d'ailleurs n'imaginent même pas revoir leur conception, tant penser le monde autrement impliquerait de leur part de remise en cause. Alors, pour disperser l'illusion, le recours au mental éclairé
employé pour les mirages ne convient plus. En effet, aucun problème ne peut être résolu sur le niveau où il s'exprime. C'est pourquoi il va être nécessaire d'aller au-delà du mental, sur le plan de l'intuition, pour venir à bout de l'illusion. Tant que nous restons sur le plan mental, fût-il abstrait, il y a toujours une séparation entre l'observeur et l'observé, entre le penseur et l'objet de sa recherche. Certes, cette étape de dissociation est indispensable pour se familiariser avec ce qu'on étudie, mais la véritable connaissance résulte d'une union avec ce qui est étudié. Tant que nous ne naviguons pas avec aisance sur le plan de l'intuition, nous restons toujours sujets à l'erreur d'interprétation et à l'illusion. Nous n'allons pas développer l'intuition ce soir puisque nous en avons longuement parlé lors de la première conférence de ce cycle à propos de la feuille de route. Nous évoquions alors l'importance de l'intuition pour que l'humanité ait accès à sa feuille de route de façon autonome, au-delà des croyances et des raisonnements. Rappelons simplement que l'intuition, ce n'est pas un ensemble de ressentis sensibles, de vécus prémonitoires, mais ce sont des éclairages qui révèlent en un éclair ce qui est. L'intuition qui vient à bout de l'illusion, c'est une fulgurance de connaissance révélée par une évidence d'unité. On sait parce qu'on est unité. Il n'y a aucune séparation entre l'objet étudié et ce que nous sommes. Nous sommes la connaissance. C'est évidemment pas du tout facile. Mais rassurons-nous, avant d'être en mesure de demeurer sur ces niveaux vibratoires, nous avons affaire à des éclairs d'intuition, à des certitudes inexpliquées et souvent inexplicables. Et c'est quelque chose qui vient naturellement avec la méditation. Et c'est ainsi que progressivement, l'humanité se familiarise avec l'énergie intérieure à l'origine de toutes les idées. Ces vibrations proposent des mises à jour permanentes qui évitent la sclérose des illusions. Bien sûr, une fois le virage de l'évolution amorcé, il faut encore quelques vies avant que ce fonctionnement soit parfait et empêche toutes les erreurs. Mais il est donc intéressant de commencer dès aujourd'hui. Alors, pour finir, il est important de repréciser qu'il n'est pas question ici de fustiger les mirages, parce qu'ils sont momentanément indispensables à la construction de l'individu. Mais une fois la personnalité constituée, la poursuite de l'évolution nécessaire nécessite des humains qui prennent conscience de leur impact séparatiste sur le fonctionnement mondial et de tous les mirages. Une grande partie de l'humanité n'a pas encore atteint ce stade et beaucoup ne savent pas du tout qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Mais d'ailleurs, ils n'ont nul besoin de ces réponses qui ne les préoccupent d'ailleurs pas du tout au quotidien. Ils ont à leur disposition des mythes et des légendes qui rendent suffisamment cohérent leur existence. Par contre, en ce qui concerne tous ceux qui sont à l'aise avec le mirage et ne voient pas du tout où est le problème, ils inventent des jeux de rôle sociaux auxquels ils s'identifient. Ils se racontent des histoires, ils se font des films et ils accordent une grande importance à leur dramaturgie personnelle. Mais derrière ces apparences, tous cherchent plus ou moins consciemment un sens ou des explications à ce qu'ils font, à ce qu'ils sentent, à ce qu'ils comprennent, en construisant ainsi une réalité qui les satisfait ou pas, mais en tout cas qui les mènera un jour à sortir de la caverne. Et lorsque nous sortons de la caverne, ou que nous décidons de prendre la pilule rouge qui mène hors de la matrice, le réveil est douloureux, parce que le monde du réel est à l'inverse de ce que nous connaissions. Notre importance personnelle est balayée. Nos croyances deviennent des bulles de rêve, et nos idées sont si limitées devant l'immensité du monde unitaire que parfois l'envie de regagner, vite fait, le cocon matriciel nous saisit. Quand le mirage du séparatisme et la grande illusion de la séparativité se volatilisent, nous évoluons alors de plein pied dans la conscience de groupe. Le mirage de l'avoir cède la place à l'évidence du partage et de l'équité. La compétition s'efface devant la coopération et le besoin de bonheur personnel devient soutien mutuel pour aller ensemble dans une même direction qui apparaît
comme la voie unique. Nous découvrons alors ce qu'aimer veut dire. Tout ce qui faisait notre richesse personnelle s'évapore. Notre puissance, nos savoirs, nos compétences, l'importance donnée à nos relations, nos amours, nos haines, tout cela s'avère être des mirages. Pour la personnalité fière d'elle-même, c'est tout simplement l'horreur. Réaliser que nous nous sommes leurrés et que nous avons nagé en plein mirage, y compris quand nous tenions avec courage à aider, à secourir les autres, à donner un sens à notre existence, en pensant justement à tous les autres et plus uniquement à nous-mêmes. Tout cela est effarant. Et c'est sans doute une vision d'enfer. Un comble quand il s'agit de connaître l'amour. Nous étions riches, parfois immensément riches, de qualités appréciées par tous. Et tout cela n'a plus sa place. Dans un monde unitaire, les richesses individuelles n'ont plus cours. Et c'est notre identité séparée qui est remise en cause. Et c'est tout cela qui est raconté à travers la parabole du jeune homme riche. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette parabole, la voici succinctement. Un jeune homme riche vient voir Jésus en lui demandant ce qu'il devait faire de bon pour avoir la vie éternelle. Jésus lui répondit qu'il fallait suivre les commandements. Mais le jeune homme lui répondit que c'est ce qu'il faisait déjà et qu'il se demandait ce qui lui manquait encore pour être parfait. Jésus lui répondit, laisse tout et suis-moi. Alors le jeune homme riche baissa les yeux et retourna chez lui. Jésus dit alors que c'était normal parce qu'il avait de grands biens et qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne s'agit évidemment pas là de richesse matérielle ou de richesse monétaire, mais des richesses de la personnalité qui vit pour elle-même, en s'imaginant qu'elle est détachée. Le jeune homme riche, en réalité, était dans le mirage de la recherche spirituelle pour lui-même. Il était dans le mirage de la dévotion qui nourrit la personnalité d'importance, mais n'incite pas à tout lâcher pour devenir âme. Et donc, en fin de compte, le problème principal de la dissipation de la maya, du mirage de l'illusion auquel nous sommes confrontés, mais c'est qu'on est bien dans la caverne. On est bien installé, on s'est habitué, on est bien installé dans la matrice. On y a même peut-être trouvé le bonheur, c'est dire. Et si c'est, bien évidemment, loin d'être le cas partout sur la planète, mais c'est ce que nous vivons souvent dans notre civilisation. Et c'est ce qui nous incite à ériger le mirage de la consommation, du bonheur et du bien-être comme principes fondamentaux de la vie. Alors, pourvu que ça dure, pourquoi changer? Pourquoi en sortir? C'est pourquoi l'âme est parfois obligée de nous confronter à des difficultés, à des épreuves, à des expériences dont nous ne voyons plus le sens, pour remettre en question ce bien-être et prendre le chemin vers la sortie. Évidemment, ça ne signifie pas qu'il faut faire vœu de pauvreté, vivre de mendicité. Non, ça signifie qu'il faut vivre dans ce monde sans croire à ce qui s'y vit. Et qu'il faut être totalement détaché de tout ce qui semblerait nous appartenir en propre. Pour cela, en ce mois du Taureau, et pour reprendre les points importants que nous avons vus ce soir, efforçons-nous de développer notre perception du monde en termes de réseau d'énergie, en nous détachant de l'apparence des formes. Cherchons à sentir et à penser avec ce qui est à l'origine des formes. Efforçons-nous également de percevoir que derrière toutes ces énergies, il y a toujours la conscience, qu'il y a toujours une intention fondamentale. À partir de ces deux principes, cherchons à nous connaître de mieux en mieux en tant qu'ensemble d'énergie, en tant qu'âme, puis apprenons à interpréter les événements du monde. Alors, une fois que mirage et illusion seront dissipés, la maya matérielle disparaîtra totalement et l'humanité vivra l'amour sur terre. Et voilà. Je vous propose de méditer